Merci beaucoup. On va commencer donc. On va remercier l'ESSEC pour son organisation. On va remercier aussi les startups qui sont là aujourd'hui. On en a vu un certain nombre. J'en vois qui sont dans le coin. D'ailleurs, si vous voulez venir dans cet espace nous écouter, ce sera avec plaisir dans les 3 quarts d'heure qui vont suivre. On s'est donné pour objectif cet après-midi, avec les étudiants de l'ESSEC qui sont cet après-midi ici pour cette conférence, avec mes invités et avec le haut patronage de l'ESSEC qui organise cet événement, de discuter de ce qui permet à des gens qui intègrent une start-up d'y réussir. Souvent, quand on parle d'une start-up, on se dit que c'est uniquement un projet pour des créateurs. Je pense qu'on peut en parler avec Sophie. On peut rejoindre le projet à un stade qu'il soit plus ou moins avancé. Et on va en discuter en premier chef. Et puis ensuite, je passerai la parole à 2 de mes autres invités, ceux qui sont les plus extérieurs, si je puis dire. On va en discuter au premier chef avec Maxime Baffer, qui est juste ici, à ma gauche, qui est un ancien élève de l'ESSEC, diplômé, s'il le veut, il précisera l'année, et qui a plusieurs autres casquettes, et qui a fondé au sein du groupe Publicis, qui, comme vous le savez, est le premier groupe mondial de communication, qui a fondé au sein de Publicis Group donc une boîte. Il nous dira ce que fait cette boîte. C'est un projet finalement d'intrapreneuriat. Et ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui, cet après-midi, c'est à quel point les projets des créations d'entreprises ou d'intégration au sein de start-up peuvent avoir plusieurs formes et qu'il n'y a pas une forme unique. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est peut-être présenter rapidement mes invités. Maxime Baffer, donc directeur général de Publicis Webformance, qui est juste à ma gauche. Édouard Kremer, qui est lui aussi directeur général, on va faire les titres, qui est directeur général de Sampléo, qui est une start-up dont tu nous expliqueras le mode de fonctionnement. Start-up qui a déjà un peu grossi aujourd'hui, parce que vous avez quand même beaucoup de références, on le verra dans un instant. Et puis Sophie qui nous a rejoint et qui a bien voulu, alors que je lui ai demandé un petit peu tardivement de rejoindre, donc je te remercie beaucoup, qui travaille chez Bobler, le réseau social vocal, avec Marc-Antoine qui est là-bas, qui fait semblant de ne pas nous écouter, et qui nous parlera justement là aussi d'un projet de start-up qui s'exporte déjà, puisque vous installez votre bureau à New York à la rentrée prochaine. Ma première question est simple, c'est peut-être par rapport à la foule en délire qui nous regarde aujourd'hui, de présenter l'activité de vos différentes structures, parce que je pense que si on a un temps d'échange ensuite avec vous, et aussi sur Twitter, c'est le hashtag ESSEC Startup 2014, que vous pouvez suivre sur mon compte @VincentViolin, puisque je l'ai déjà tweeté depuis cette semaine en m'adressant à un certain nombre d'entre vous qui êtes start-upers de l'ESSEC et qui avez eu la chance de recevoir mes tweets depuis lundi. Je disais donc, j'aimerais qu'on puisse d'abord présenter l'activité des différents entrepreneurs qui sont avec moi, et ensuite on en viendra à cette thématique d'aujourd'hui, qui est finalement, est-ce qu'il y a des clés pour réussir dans une start-up, et si oui, quelles sont-elles? Maxime. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je dirige une filiale de Publicis que j'ai créée, qui est une filiale qui est une diversification par rapport à ce que fait d'habitude Publicis, puisque Publicis c'est plutôt des gros clients normalement, de la communication pour les très gros annonceurs. Et nous avons lancé il y a 3 ans une filiale qui est dédiée aux petits annonceurs, les TPE, les professionnels, pour leur faire leur communication à leur niveau sur le digital, à travers de la création de sites internet, à travers des campagnes AdWords. Donc c'est une diversification et une start-up à l'intérieur d'un grand groupe. Par ailleurs, Publicis est le principal actionnaire avec Orange d'un des plus gros fonds de capital risque en France, donc qui est le fonds Orange Publicis Ventures, dont je suis administrateur et qui dispose d'un capital d'à peu près 150 millions d'euros, dans lequel nous avons déjà investi dans une cinquantaine de start-up, principalement en France et un petit peu en Europe aussi. Alors j'aimerais qu'on revienne dans la deuxième partie, d'ailleurs effectivement tu as raison sur Iris Capital. Je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. Je crois que c'est aujourd'hui le plus gros fonds en France, 150 millions, c'est considérable quand on connaît l'écosystème d'investissement dans les startups en France. C'est lié évidemment à la puissance, la force de frappe de Publicis Group et d'Orange, qui sont, j'ai pas besoin de le dire, deux très grandes boîtes cotées. Et c'est lié aussi à une volonté de ces deux groupes de s'être alliés pour véritablement, tu me dis si je me trompe, mais investir notamment dans des projets assez rapidement, dès la phase d'amorçage. Alors, en fait, le fonds Orange Publicis investit dans à peu près tous les compartiments du marché.
On investit à la fois dans des sociétés qui ont un an et demi, pour des plus petits tickets, et on peut aller jusqu'à des montants beaucoup plus importants sur des sociétés qui sont à la veille de rentrer en bourse ou à la veille de vraiment, qui sont déjà rentables et qui sont à la veille de vraiment totalement prendre leur décollage. Oui. Merci. Alors ça va peut-être intéresser d'ailleurs soit Edouard, soit Sophie, parce que ces tickets d'entrée dans des startups, ils en sont déjà peut-être un tout petit peu plus loin, mais c'est évidemment une problématique clé. Edouard, est-ce que tu peux nous présenter Sampléo en quelques mots et ta présence ici aujourd'hui? Oui, bonjour à tous, donc Edouard Kremer, j'ai monté Sampléo il y a bientôt 3 ans avec un associé, sampléo.com et un site communautaire. En fait, on a un peu plus de 150 000 personnes inscrites sur le site aujourd'hui à qui on propose de tester des produits en échange d'avis consommateurs. Donc nous, notre métier, c'est d'identifier les bonnes personnes pour tester les produits, leur demander de faire des choses en échange de tester ce produit, et notamment d'écrire, de rédiger, de publier des avis consommateurs. On travaille, là on peut prendre la dernière campagne qu'on faisait par exemple avec Parrot, donc on est en train de faire tester leurs nouveaux drones, et aussi un autre objet connecté, des Flower Power, c'est des petits objets qu'on met dans les pots de fleurs pour connaître la qualité de la terre et ce genre de choses. Donc c'est des objets connectés, et nous là notre métier c'est de trouver les bonnes personnes, faire tester les produits et d'aller ensuite diffuser des avis consommateurs un peu partout sur le web, que ce soit sur des sites marchands ou des sites communautaires. Voilà pour dire rapidement, pour prendre un exemple concret des choses qu'on fait chez Sampléo. Est-ce que tu peux nous dire un mot juste du modèle économique? Qui vous paye en fait pour faire ça? Moi je poserai un peu la même question à Bobbler dans un instant. Alors pour le testeur, c'est entièrement gratuit, il a même à gagner parce que quand il teste un drone, il garde son drone, c'est un peu du cadeau. Nous, notre modèle économique, c'est les marques qui nous payent pour les missions qu'on fait, en fonction des objectifs, c'est des tickets qui vont de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fonction du nombre de testeurs, en fonction des actions qu'on va demander aux membres qui s'occupent du produit. Donc voilà, c'est en tout cas un service marketing qu'on rend aux marques, ou sur du one-shot, ou sur des abonnements mensuels, annuels. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 8 chez Sampléo. D'accord. 2 associés. Combien de temps vous êtes à cette taille, on va dire? C'est une entreprise, enfin c'est en croissance. La première année, on est resté à 2. Ouais. La deuxième année, à la fin de la deuxième année, on était 4. Et là, on vient de finir notre troisième année à 8. Ok, donc on verra peut-être avec les étudiants qui sont là dans un instant, ou les start-upers, 8 personnes, comment on peut regarder justement qu'est-ce qui permet d'être bon, d'intégrer une start-up, de comprendre quelles sont les clés pour être le plus performant possible. Sophie, un petit peu même question, nous présenter Bobbler, peut-être aussi la question que j'ai posée à Edouard aujourd'hui, comment ça grandit, comment ça fonctionne, quel est le début de modèle économique de Bobbler? Bonjour à tous, donc je m'appelle Sophie Alliot, je suis la COO de Bobbler, et donc j'ai rejoint Bobbler à tous ses tout débuts en tant qu'associé. Alors Bobbler, l'idée est simple, c'est que la voix, c'est le moyen le plus naturel pour communiquer, et c'était le seul totalement absent des réseaux sociaux. Donc on a créé un réseau social centré autour de la voix. Donc vous enregistrez ce qu'on appelle des bulles, qui sont des petits clips audio de 2 minutes maximum, auxquels vous ajoutez une photo, une localisation et un petit titre. Vous avez vos followers, vous suivez les personnes qui vous intéressent sur Bobbler, et vous pouvez aussi partager vos bulles sur d'autres réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on compte plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Les sujets des bulles sont très variés, puisqu'il y a à la fois le musée du Louvre, Julien Doré, en passant par Inès de la Fressange qui font des bulles. Donc c'est vraiment des choses très très différentes. Et on ouvre nos bureaux à New York cet été. On vient de closer une première levée de fonds et on fera notre série A fin 2014, début 2015. Donc pour ce qui est du modèle économique de Bobbler, aujourd'hui Bobbler génère déjà des revenus en mettant en avant certaines bulles dans la plateforme. On ne va absolument pas vers un modèle économique de publicité. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens qui s'appellent Facebook, Google et Yahoo qui font ça très bien. Et donc aller arriver à accrocher ce marché-là et à faire de l'argent dessus, ça va être difficile. On s'oriente plus dans un premier temps vers faire grossir la base d'utilisateurs au maximum, puisque c'est la première barrière pour se protéger de ses concurrents dans le milieu du réseau social. Et après, globalement, ce sera de faire Bobbler une grande marketplace, puisqu'il y a énormément de business qui peuvent être révolutionnés par la voix. Donc en ouvrant nos API, en les faisant payer pour que des gens utilisent nos fonctionnalités chez eux, ou en leur permettant de vendre des contenus via Bobbler, ça c'est des choses qui peuvent générer beaucoup de revenus très rapidement. Merci. Alors, je vous disais il y a un instant, en fait, le but qu'on s'est donné, c'est d'échanger assez rapidement avec vous, parce que c'est pas une conférence de type cathédrale, mais d'essayer de pouvoir dire quel est le... Ce serait difficile de toute façon, à part peut-être la réverbération du son. Mais de savoir quelles sont les règles. Alors Maxime, aujourd'hui vous êtes à peu près 150, 180, donc on s'éloigne, on est plus dans l'entreprise de croissance que dans la stricte start-up. Mais quelles sont peut-être au début de l'aventure, il y a 3 ans, ou encore aujourd'hui, les règles pour tes collaborateurs
qui sont celles qui permettent d'être performants et d'accompagner le développement d'une startup? Et est-ce que ce sont des qualités spécifiques à la startup finalement? Alors, moi, je commencerai par dire que c'est une banalité absolue, mais on ne fait jamais assez attention quand on recrute, et on n'est jamais trop prudent sur les gens qu'on fait venir à l'intérieur de son entreprise. Et avoir une bonne personne, ça peut vraiment faire décoller l'entreprise, alors qu'inversement, avoir les mauvaises personnes, ça peut être catastrophique. Ça a l'air d'une banalité, c'est ce que j'avais appris ici aussi à l'ESSEC, et en réalité, quand on se retrouve en pratique devant embaucher, on s'aperçoit que c'est vraiment extrêmement important. Moi, ce que je vois, la plus grande difficulté qu'on a eu à trouver, et encore aujourd'hui, puisqu'on n'est pas encore une entreprise, on est à l'intérieur d'un grand groupe, mais on est encore une toute petite entité, c'est vraiment la capacité à gérer justement l'inconnu, le fait que beaucoup de choses changent, le fait qu'il faut partir de zéro, parfois dans des conditions qui ne sont pas très agréables parce qu'on n'a pas les outils qu'on voudrait avoir et on est obligé de les créer. Et avoir cette capacité-là à construire, c'est finalement ce qu'il y a de plus difficile, quoi. On trouve assez facilement des gens qui sont prêts à se mettre aux manettes et à piloter, mais des gens pour construire la cabine de pilotage, c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, j'imagine dans une entreprise, donc tu disais, qui vend des sites internet et des solutions internet à des TPE ou des PME, on doit avoir des fonctions très classiques, le commercial, la production, etc. Est-ce que, au-delà de la gestion de l'inconnu, il y a d'autres qualités qui, au début, quand on est une petite équipe, sont nécessaires pour justement faire décoller ce business? Parce qu'au départ, il y a vraiment un besoin de s'intégrer au marché qui, lui, devait être, j'imagine, déjà trusté par des grands. Je crois que d'une façon générale sur le digital, ce qu'on attend vraiment de la part des équipiers qui rejoignent l'aventure, c'est la curiosité finalement, parce que là encore on n'est pas dans un chemin qui est balisé, on est sur des technologies qui évoluent en permanence, des concurrents qui arrivent quasiment tous les jours, et donc ce besoin de curiosité, d'aller un peu plus loin que simplement la fonction, le titre, etc., c'est une qualité qui est extrêmement précieuse. Ouais. Alors, gestion de l'inconnu, curiosité, je retiens aussi la capacité à construire, évidemment, quand il n'y a pas encore de schéma tout fait. Tu peux nous donner peut-être ton point de vue, Edouard, est-ce que tu y souscris? Et toi, dans ton expérience chez Sampléo par rapport à tes équipes, aujourd'hui 8, est-ce que tu as reconnu des gens qui ont ces qualités-là? Ouais, oui, je pense que c'est le dénominateur commun. Il faut... Moi, j'utiliserai même un mot plus généraliste, je dis qu'il faut aimer l'aventure. En fait, c'est... les process, en fait, ils n'existent pas encore, on est là pour les installer. Il faut aimer ça, de ne pas avoir de process, d'avoir pour mission d'installer un process. Donc c'est un peu ça qui réunit toutes nos équipes. Nous, jusqu'à présent, on n'a que recruté des stagiaires qui sont passés en contrat de travail. Donc ça nous permet un peu d'avoir une double période d'essai. Donc c'est comme ça qu'on procède et qui nous permet aussi de filtrer derrière, est-ce que justement cette soif d'aventure, d'un peu d'inconnu, d'avoir une capacité à changer de casquette rapidement, est-ce que cette personne a cette faculté ou non? Alors l'aventure, c'est justement le nom qu'on avait donné à cette conférence, en disant qu'il y avait peut-être des clés pour se lancer dans une aventure. On avait un peu hésité avant de donner ce nom, mais vraisemblablement, curiosité, capacité de construction, aventure, c'est un mot-clé. Il y a une dimension qu'on a voulu aussi donner à cette conférence, c'est l'international. Donc peut-être la même question, quelles sont les qualités qui sont nécessaires selon toi pour intégrer la start-up? Peut-être tu peux nous parler aussi de ton cas personnel, Sophie. Et ensuite, là, vous allez partir à l'étranger. Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques? Évidemment, certainement, en l'occurrence, parler la langue très correctement du pays en question, en l'occurrence les États-Unis, mais est-ce qu'il y a d'autres qualités quand on commence à aller sur un marché qui est désormais mondial? Je pense qu'une des qualités principales, si vous voulez intégrer une start-up, c'est la capacité à être polyvalent. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, les projets changent tout le temps, donc il faut être capable de monter en compétences très rapidement sur beaucoup de choses, puisqu'on n'en est pas du tout à un stade où on peut avoir des experts dans chaque domaine. Donc vous allez couvrir l'équivalent de ce qui serait dans une grande boîte où il y aurait 6-7 personnes pour le faire. Il faut que vous puissiez faire le job de 7 personnes en fait et d'être capable de couvrir toutes ces compétences-là. Dans le cadre de l'international pour Bobbler, on va reproduire la stratégie qu'on a reproduite en France pour faire notre acquisition utilisateur, adaptée au marché américain. Donc effectivement, être bilingue est un minimum, mais après il faut aussi apprendre à connaître sociologiquement un marché, puisque nous donc, on lance un réseau social, donc il faut être capable de créer des communautés,
Donc c'est comment on va créer ces communautés-là, quel nœud de communauté on va aller chercher, et donc comment sociologiquement on comprend comment ces communautés interagissent ensemble et comment on peut les construire aux États-Unis. Donc après, c'est vrai qu'un mauvais recrutement en start-up, ça coûte toujours très cher, ça peut même être fatal à l'entreprise parce que ça peut vous emmener dans une direction qui ne va pas du tout. Chez Wobbler, le recrutement le plus difficile, je pense que ça a été notre CTO, qu'on a mis beaucoup de temps à trouver, puisqu'on n'était pas de background tech, puisqu'on avait tous les trois fait Sciences Po Paris. Donc on a trouvé un CTO qui est centralien. Donc la quête du CTO, c'est très très difficile pour toutes les startups. Et nous, la qualité de base qu'on demande, c'est quand même une adhésion totale au projet, c'est-à-dire croire à 100% le fait que Wobbler peut, avec la voix, révolutionner et être la prochaine révolution digitale. Nouvelle qualité, la polyvalence, qui commence à ajouter un nombre de qualités assez importantes. On se doutait effectivement que quand on cherche des profils au début de l'accompagnement de la croissance d'une boîte, évidemment, il faut plutôt des profils qualifiés avec des qualités qui sont grandes. On a vu déjà le début d'une dimension un peu de conseil direct à ceux qui nous écoutent et puis plus généralement à ceux qui voudraient intégrer une start-up. J'aimerais approfondir ce point. Quels sont les conseils que vous donneriez ? J'ai animé un atelier à l'ESCP il y a une quinzaine de jours sur le sujet et j'avais un retour d'expérience par rapport aux étudiants qui disaient avaient vraiment l'impression que les thématiques de financement, d'investissement étaient particulièrement importantes, là où j'avais l'impression que les entrepreneurs me parlaient plutôt justement de leurs premiers salariés, et c'est ce que tu disais en introduction Maxime, de la très grande importance qu'il faut accorder à ce recrutement. Puisqu'il faut accorder une grande importance à ce recrutement, quel conseil on peut donner à quelqu'un qui veut, soit en stage parce qu'il est dans un cursus ESSEC comme c'est le cas aujourd'hui, soit parce qu'il va être diplômé et qui veut intégrer maintenant une start-up parce qu'il a conscience que c'est vraiment très important. Non, mais la partie financement, évidemment, je reviendrai je suis très d'accord là-dessus. On se met dans le mur en 2 secondes avec un mauvais recrutement, donc l'aspect financier et le choix va être très important. Et en fait, c'est une culture très héroïste. C'est-à-dire que quand on va recruter, on va juste se demander combien ce nouveau salarié va pouvoir rapporter à la boîte, ou d'un point de vue quantitatif si c'est commercial, ou d'un point de vue qualitatif si c'est sur une fonction support. Mais le conseil numéro 1, c'est de prouver ce qu'on est capable d'apporter, que ce soit en tant que stagiaire ou contrat de travail d'ailleurs, de ce qu'on va être capable d'apporter concrètement à l'entreprise et quelle expérience professionnelle d'avant ou de vie on va être capable d'apporter pour mettre une nouvelle dimension, apporter du dynamisme à l'entreprise et des idées nouvelles, des idées fraîches, puisqu'on est toujours en besoin d'innovation et de progrès sur tous les domaines. Aujourd'hui, on a des étudiants de l'ESSEC. Est-ce que c'est un atout d'avoir fait une grande école de commerce, quand même et est-ce que c'est valable que pour les fonctions commerciales ? Je dirais au contraire, pas forcément pour les fonctions commerciales. On a recruté un peu tous les spectres. On a fait de la grande école de commerce ou de la fac, on a fait aussi de la petite école, plus petite école en tout cas. C'est vrai que sortant de l'ESSEC, on a quand même cette dimension de sécurité, on sait à peu près où est-ce qu'on met les pieds. Mais après, il y a beaucoup de pépites dans des écoles un peu moins prestigieuses. C'est souvent plus un pari, on prend souvent plus le temps de recruter, éventuellement de faire un deuxième entretien, de confirmer, d'aller chercher un petit truc, de le challenger sur quelque chose d'assez inhabituel. Donc peut-être qu'on va prendre un peu plus de temps, mais il y a énormément de pépites dans des écoles moins connues, souvent dans les écoles de province. Et là-dessus, donc on n'a pas, même si l'ESSEC ou autre, en tout cas école de ce calibre, c'est un gage de sécurité, on ne fait pas en tout cas de process de recrutement comme des grandes boîtes, avec des grilles de salaire et un certain niveau d'école. Moi je pense que, bon, d'abord, bien souvent, et ça a été vrai aussi pour nous, on aimerait bien recruter les ESSEC, mais les ESSEC ne sont pas forcément attirés par une boîte en construction directement. Ce qui peut se comprendre. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de se renseigner sur le poste qu'on va occuper et d'essayer d'être sûr que c'est ce qu'on veut, parce qu'il y a vraiment une part d'incertitude dans une start-up ou dans une entreprise qui vient de se créer. Le poste peut changer du jour au lendemain si vous avez un nouveau partenaire, si vous avez un nouveau projet, si vous avez un problème qui vous tombe sur la tête. Donc on n'est pas du tout dans un cadre d'apprentissage, de stage comme on peut en avoir dans des grosses boîtes ou dans des cabinets de conseil ou d'audit. C'est une autre expérience. À mon avis, c'est une expérience qui est souvent plus intéressante et plus riche, notamment humainement. Mais il faut être bien conscient de ça pour ne pas avoir de déception après. Parce que ce qui est le plus compliqué, c'est quand
l'étudiant stagiaire est déçu et que l'entreprise est déçue aussi. Ça, finalement, ça n'a pas grand intérêt. Sophie, peut-être avec la dimension, si demain il y a des stagiaires, les stagiaires demain aux États-Unis, c'est quoi? Ils viennent d'où? Ils viendront d'où en fait? C'est une question toute simple. Idéalement, on aimerait bien avoir et des stagiaires américains et des stagiaires français, tout simplement pour aussi faire le lien avec les activités qu'on va continuer à avoir en France, et des stagiaires américains évidemment, parce qu'ils connaissent aussi sûrement mieux le marché que nous. Pour ce qui est effectivement des stagiaires et du fait que le poste change tout le temps, je pense que la vraie plus-value d'un stage ou d'un premier poste en start-up, c'est aussi que justement vous allez couvrir un champ beaucoup plus large que ce que vous auriez couvert dans une grande entreprise. Donc vous allez acquérir beaucoup plus de compétences et des compétences très concrètes. C'est-à-dire que je pense que quand on fait du conseil, ou parce que j'en ai fait aussi, ou qu'on va dans une grande entreprise, on va effectivement acquérir des méthodes de travail qui sont très carrées, qui aident à conduire des projets, mais par exemple en conseil, vous allez faire des recommandations qui ne s'appliqueront pas forcément. Tandis que là, ce que vous allez faire en start-up, les idées que vous allez mettre en place et ce que vous allez faire, vous allez les voir naître le lendemain, le surlendemain, et très rapidement, vous allez voir si ça marche, et donc vous allez ne pas faire que des choses imaginaires qui marchent dans la théorie. Et donc je pense que ces capacités concrètes-là, que vous pouvez acquérir comme ça, c'est des choses qui vous serviront toute votre vie et que vous serez capable de retranscrire dans n'importe quelle expérience professionnelle après, et qui vous font gagner en maturité professionnelle beaucoup plus vite. Nous, là, Bobbler, on travaille dessus à plein temps depuis le mois d'octobre 2012, donc on va dire que ça fait 18 mois. On n'aurait jamais pu apprendre ça dans n'importe quelle grande entreprise en 10 ans. Donc du coup, c'est un accélérateur de carrière qui est quand même extrêmement important, à la fois professionnellement, mais aussi humainement. Merci beaucoup. Si on se résume, il y a un truc qui marche visiblement assez bien aux États-Unis en ce moment. C'est des combos entre finalement une expérience en start-up de quelques mois, comme on peut faire un an de césure en France, et dans un grand groupe. Et de plus en plus de grands groupes créent des ponts, des passerelles et des accords avec ces start-up pour que l'étudiant puisse faire ce parcours. Moi, je trouve personnellement que c'est une idée qui est excellente. J'imagine peut-être autour d'ici que c'est aussi une idée qu'on trouve bonne, mais la question que je me pose, c'est finalement, qu'est-ce qui fera, si on se résume bien, la différence entre l'expérience dans la start-up, qu'elle intervienne au début ou à la fin, et l'expérience dans le grand groupe? Parce qu'en fait, au fond, je pense que les étudiants ont vocation à pouvoir avoir plusieurs types d'entreprises et évidemment s'enrichir de tout ça. Si on se résume bien, voilà, c'est quoi les différences, s'il y en a quelques-unes, dans le terme d'apprentissage et de cours d'apprentissage et de croissance dans son parcours perso? Je crois que Sophie l'a très bien dit, hein, quand on est stagiaire dans une start-up, on peut faire la différence, savoir si la boîte va marcher ou pas. Donc c'est quelque chose qu'on a rarement le sentiment quand on est à la Société Générale ou chez Arthur Andersen, quoi. Donc je pense que... Enfin, oui. Ils ont plus ce sentiment du tout, je crois. Je suis sorti il y a quelques années. Je pense que humainement, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus fort que ce qu'on peut vivre dans une grande boîte. Il y a beaucoup plus d'inconnus et d'incertitudes, et un accomplissement et un apprentissage qui est plus fort. Mais on n'aura pas coché une case comme on peut cocher une case quand on fait un stage en banque d'affaires ou en cabinet d'audit. Moi, je voulais bien insister sur le fait que c'est pas un mythe, le fait que bosser en start-up, c'est bosser sur des choses concrètes. C'est-à-dire que quand on intègre une start-up, mais que ce soit de 2-3 personnes ou de 20-30 personnes, c'est à peu près le même sujet, quand on est recruté là, les gens qui vous recrutent n'ont pas le choix de vous confier des responsabilités et de vous demander de réaliser des choses. Donc c'est pas espérer que la start-up dans laquelle on sera recruté, ça se passera comme ça. S'ils vous recrutent, c'est qu'ils n'ont simplement pas le choix. Donc, toutes les entreprises qui sont ici et qui vous proposent des offres, c'est pour du job concret, c'est pas pour des recommandations qui ne voient pas le jour ou tout ça. Donc vraiment là-dessus, faut bien se rassurer sur ce point, et c'est le grand avantage pour moi d'aller travailler en start-up. C'est l'envie de découvrir, l'envie de toucher à tout. Exemple très concret, on a une fille qui vient d'arriver qui fait une césure, qui est de l'ESSERIN, prenons un exemple concret. Elle a fait 6 mois chez
General Mills, elle était commerciale terrain, et là elle nous rejoint pour 6 mois. Donc pendant 6 mois, elle a vu ses 10 boutiques, je crois que c'était dans la région de Nantes, où c'est 10 supermarchés. Elle a fait la même chose, elle a coché sa case General Mills, et c'est très bien, c'est une bonne expérience. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines qu'elle est avec nous maintenant, elle est déjà community manager, commerciale, responsable des newsletters pro, et elle crée une nouvelle offre pour Sampléo. Donc c'est très vite concret, et je pense que la double expérience, profiter d'une césure pour faire un peu des deux, et un super parallèle, et c'est ce qu'ils font aux États-Unis, c'est une très bonne méthode de faire. Donc un nouveau point clé, je pense effectivement la capacité à avoir un champ d'action qui, compte tenu évidemment de la taille, mais aussi de l'envie des entrepreneurs de confier des choses, peut être très grand. Sophie, peut-être on peut t'écouter là-dessus aussi. Effectivement, vous allez rapidement avoir beaucoup de responsabilités parce que, effectivement, si on recrute quelqu'un, c'est parce que dans nos 7 jobs personnels, on ne peut pas en prendre un 8e. Donc, vous allez être totalement responsable de ce qui va se passer. Et vous verrez aussi bien la différence si vous venez ou vous ne venez pas au travail. C'est-à-dire que vous allez bien voir qu'il y a véritablement quelque chose qui s'arrête. Donc, si dans votre travail, vous aimez bien être très considéré et voir vraiment en fait, le poids que vous avez sur les actions, une start-up, c'est aussi un bon choix pour vous parce que vous n'aurez pas l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas là, il y a véritablement un pan d'activité qui ne se fera pas. Donc, c'est aussi très valorisant et très gratifiant dans ce sens-là parce que vous n'avez pas l'impression de faire des choses qui ne servent à rien ou sans en voir, ou alors que c'est sur des projets très très long terme dont vous ne verrez pas l'aboutissement. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur l'aspect accès à la stratégie de l'entreprise. Parce que finalement, il y a quelque chose qui est très excitant dans les startups. La stratégie n'est peut-être pas toujours figée ou arrêtée, et un simple stagiaire peut, le cas échéant, y participer. J'aimerais savoir si vous avez eu ce type d'exemple et si c'est recommandable ou recommandé de la part des... Alors c'est sûr qu'on ne va peut-être pas confier la vision à 3 ans à un stagiaire qui est là à 3 ou 6 mois. En revanche, là, pour l'exemple qu'on a, on aimerait aller organiser des événements dans des boutiques en région parisienne pour essayer, puis après éventuellement en province, et aller faire tester des lieux physiques, tout simplement. Voilà, c'est l'idée qu'on a eue entre fondateurs, une réflexion qu'on se pose, qui serait intéressante de creuser, et on n'a pas le choix, on n'a pas les ressources pour le confier à quelqu'un qui est là forcément à long terme. Donc on a cette stagiaire qui vient d'arriver et qui fait parfaitement l'affaire, puisque c'est quelqu'un de responsable, de sensé, qui est capable de travailler et de réfléchir intelligemment. Donc on lui confie le projet d'essayer d'explorer ce nouvel univers. Donc là, la stratégie est à définir, mais ça va être une stratégie peut-être plus opérationnelle que la vision 3 ans justement. Mais en tout cas, oui, elle va définir comment on s'y prend, quelle est l'offre qu'on va faire, éventuellement le pricing. Alors bien sûr, c'est en échange avec nous et on regarde et on a notre mot à dire, bien entendu. Mais c'est pas simplement une exécution d'une tâche pré-planifiée à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour notre exemple très concret. Et après, nous, les collaborateurs qui sont là à plus long terme, on est en réunion tous ensemble tous les mois pour redéfinir ensemble, pour réannoncer la stratégie, pour expliquer là où on va, comment on y va, et être à l'écoute de n'importe quel collaborateur qui aurait envie d'avoir son mot à dire. Nous, chez Bobler, pour tout ce qui est en fait la conception produit, tout le monde participe. C'est-à-dire que quand il y a des sessions de brainstorming où on analyse des datas pour voir ce que font les utilisateurs en fait avec les différentes fonctionnalités et qu'on repense l'UX, et là par exemple pour la nouvelle version, il y a des stagiaires qui étaient là en communication, même ne serait-ce que pour 2 mois, qui participent totalement à ces sessions de brainstorming pour proposer les fonctionnalités ou les évolutions des fonctionnalités. Après, ça peut paraître moins important que la stratégie d'entreprise, mais pour nous, notre produit, c'est tout ce qu'on est, puisqu'on est un réseau social, donc l'application de Bobler, c'est tout ce qu'on est. Donc participer à la conception produit, c'est vraiment être au cœur du réacteur. Et donc là, en fait, comme c'est pas une science exacte, je dirais effectivement, il y a de l'analyse de données, mais toutes les idées sont bonnes à prendre, et il n'y en a pas une qui est plus sensée que l'autre. La première qualité à avoir dans ce cas-là, c'est du bon sens. Et le bon sens est une qualité rare aujourd'hui. Donc si vous avez du bon sens, n'hésitez pas à aller en startup, vous serez très apprécié. Si je peux donner un élément de réponse aussi pour avoir créé une entreprise, je pense que c'est un peu la même problématique que ce que vous avez évoqué sur le fait d'avoir plus de responsabilités. À partir du moment où effectivement on a plus de responsabilités, c'est vrai que quand il y a des réunions d'équipe ou même à l'occasion d'un travail sur un client, on peut être amené à proposer une idée qui va aller très vite dans la boîte et qui va être reprise ou actée sans qu'il y ait cette lourdeur du process.
Maintenant, je pense que néanmoins, beaucoup de startups ont quand même tendance à reproduire des hiérarchies assez vite. Il ne faut pas non plus idéaliser et mythifier l'écosystème startup comme un écosystème entièrement horizontal. Je pense que beaucoup font quand même attention aujourd'hui avec le digital à intégrer leur communauté et au premier chef tous ceux qui appartiennent à leur entreprise à la stratégie, à la décision, au projet. Je pense que c'est un fait qu'on observe effectivement. J'avais une question, tu voulais rebondir peut-être ? Un petit complément d'ailleurs, c'est ce qui se fait pas mal. Alors c'est plus dans les départements développement, enfin tech, web des boîtes, mais aujourd'hui en dev, il y a ce qu'on appelle les méthodes agiles, où en fait on développe tous ensemble par micro-projets. Là, il n'y a pas un chef qui donne les tâches à chacun, c'est en réunion le matin, alors ça peut se faire une fois par semaine ou plus. On définit tous les projets qui doivent arriver, on découpe ça en micro-tâches, on affecte une difficulté, et chaque développeur prend les tâches qui l'intéressent plus ou moins. Alors après, il faut que ça avance, mais en tout cas, il n'y a pas de notion de hiérarchie ou de définition des tâches. C'est ensemble, on définit les tâches qui sont les plus importantes et les plus prioritaires. Donc, dans l'environnement web, ça se fait beaucoup comme ça, et c'est une façon de faire qu'on essaye de répercuter, en tout cas nous, chez Sampléo, de plus en plus, même sur d'autres univers, qui sont des méthodes de management très modernes et en tout cas assez intéressantes pour impliquer tout le monde dans la vie de la boîte. Alors Valentin a posé 2 questions effectivement sur Twitter qui tournent autour de la question en fait finalement comment arbitrer. Est-ce que selon vous les étudiants ont tendance à arbitrer à cause du salaire en défaveur de la start-up, et est-ce que les start-up peuvent trouver des mécanismes d'intéressement quels qu'ils soient qui bien sûr compensent l'écart de salaire qu'on peut légitimement attendre entre une start-up et une grosse boîte. Peut-être toi qui as cette vision des deux, Maxime, tu peux nous en dire un mot. Je ne suis pas sûr que je sois mieux placé, parce que comme on appartient à un grand groupe, on donne la même politique que le groupe, qui n'est pas forcément d'ailleurs le plus généreux sur le marché. Mais je ne sais pas honnêtement, donc du coup je ne saurais pas très bien répondre à cette question en fait. Peut-être plutôt... Ça va être difficile d'être compétitif. Nous, on recrute beaucoup en ce moment dans le développement web. Les développeurs, le marché du développeur, c'est pas des gens qui sont en crise. Hein. Eux, c'est-à-dire que nous, on essaie d'en recruter un là en ce moment. Il est diplômé, c'est un stagiaire. On veut le recruter derrière. Là, je crois qu'il a déjà 4 offres d'emploi devant lui. Sur souvent des cabinets, des SS2I qui payent très très bien. Donc c'est difficile d'être compétitif. Et encore une fois, là on va jouer sur la promesse de l'entreprise, l'histoire, l'aventure auquel on leur propose de participer. On joue sur l'accord de sensibilité, l'affection, comment ? Les notes de frais. Là il m'a mis un petit tacle personnel qu'on n'est pas obligé de répéter. Et donc on va essayer de mettre un peu d'affectif là-dedans. Après, on est obligé de rester en phase avec le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un développeur junior, globalement, enfin, en tout cas sur le type de code qu'on recrute, il va se recruter entre 35 et 40K. Si on propose 28K, on peut chercher aussi bien qu'on veut et être aussi sympa qu'on veut, on ne trouvera pas. Après, globalement, une start-up paye moins bien, mais a effectivement des moyens d'intéresser les gens ou au résultat. Même s'ils n'ont rien à voir avec le résultat de l'entreprise, enfin pas directement, si c'est pas un commercial, on peut quand même les intéresser au résultat. Et après, sur les premiers collaborateurs, il y a toutes ces notions de prise de participation dans la boîte qui sont absolument pas tabous pour, en tout cas, les fondateurs que nous sommes chez Sampléo. Effectivement, si votre première préoccupation c'est le salaire, je ne pense pas que la start-up soit le bon choix pour vous, puisque à moins d'aller sur une start-up qui est déjà développée et qui est donc finalement une entreprise un peu installée, c'est pas possible d'être compétitif sur les salaires, tout simplement parce qu'en France, par exemple pour des startups comme nous qui sommes sur des levées, on ne va pas lever autant d'argent que des startups aux États-Unis, donc on n'a pas les capacités de proposer des gros salaires. Donc nous, en fait, en ce moment, on recrute des développeurs aussi, donc c'est des gens qu'on débauche d'autres entreprises, et clairement, on leur propose des salaires inférieurs à ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils viennent parce que c'est vraiment, ils parient aussi sur un futur, et parce que les tâches qu'ils vont avoir aussi les intéressent plus que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce que dans le développement, par exemple, il y a un côté un peu rébarbatif, et quand on est dans des grands groupes où c'est un peu à la chaîne et il n'y a plus de processus de création, qui n'est pas le cas dans une start-up. Donc c'est toujours en fait entre si vous êtes quelqu'un qui aimait bien être dans des process, quelque chose d'installé, etc., ce qui est tout à fait respectable, c'est pas un jugement de valeur,
ou si vous aimez bien avoir une grosse prise sur ce que vous faites, sentir que vous êtes un élément central de ce que vous êtes en train de faire. C'est plus aussi un choix qui se fait comme ça, je le pense. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Après, je prendrai la question de Toutatis. Qui est Toutatis, mais... Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois que le micro est dans la salle. Alors, question de Toutatis. Est-ce qu'il faut être... Enfin, c'est une question qui tourne autour des qualités avant d'intégrer la start-up. On a beaucoup parlé de ce que ça permettait de développer et donc en quoi ça enrichissait un cursus. C'est plutôt une question, est-ce que par exemple avoir été un membre actif dans la vie associative de son école, c'est une qualité qu'ont recherché les start-upers? Je crois qu'on peut l'étendre en fait à tout ce qui tourne autour du cursus. Je pense que ça révèle effectivement certaines qualités. Effectivement, nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Donc, si on s'entend bien, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a un vrai fit de personnalité. Donc, effectivement, quelqu'un qui va se présenter de façon un petit peu corporate, on va dire, sans mettre en avant ce qu'il est comme personne et ce qui est important pour lui, bah, c'est moins facile de voir si on va avoir un fit avec cette personne. Donc, globalement, une des qualités pour moi qui est importante d'avoir avant, c'est quand même un minimum de rigueur et d'être capable de vous auto-manager ou de vous auto-gérer. Parce que, évidemment, il y a du management, mais pas du tout autant de cadrage que dans un grand groupe. Donc, il faut que vous soyez capable d'organiser votre propre travail et d'être proactif et d'être force de proposition. C'est-à-dire qu'il faut que vous aussi, vous créiez, entre guillemets, votre travail vous-même et que vous soyez capable de voir ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est une qualité qui, si elle est déjà là avant, est très, très utile pour nous. Déjà, dans des grands groupes, c'est recherché aujourd'hui. C'est-à-dire que, je pense que vous l'entendez, pour se détacher de ses petits camarades, l'idée d'avoir eu un parcours associatif ou un engagement de quelque nature que ce soit est un plus. Mais alors dans une start-up, je pense que c'est encore plus vrai parce qu'on va aller chercher des profils qui ont ce côté atypique ou qui ont cette capacité à s'être engagés sur des éléments qui sont différents de l'engagement simplement dans une école ou dans une formation universitaire. Donc moi, ma réponse, je l'ai dit par Twitter, c'est 3 fois oui. Et je pense que c'est très utile et quel que soit le type d'engagement. Est-ce qu'il y a une autre question physique ou online? Pendant ce temps, Edouard va répondre aussi. Aussi, l'expérience en start-up en premier job, c'est un peu le meilleur moyen de se vendre différemment sur un deuxième job dans un grand groupe. Les grands groupes, tout au long de votre carrière, chercheront la différence entre les potentiels collaborateurs, et avoir une expérience en start-up, c'est aussi prévoir de mieux se vendre demain pour rentrer dans un grand groupe. Donc aujourd'hui, c'est bien vu d'avoir fait quelque chose dans le monde associatif pour aller dans des grands groupes. Demain, ça sera bien vu d'avoir une expérience hors du commun dans une start-up pour rentrer dans un grand groupe à un échelon supérieur, en deuxième ou en troisième expérience. Donc c'est pourquoi nous on aime le monde associatif et ce que les gens peuvent faire hors de leur pur cursus scolaire, c'est parce qu'on sent que c'est des créatifs, des gens qui aiment se débrouiller et prendre des risques. Et c'est aussi ce que chercheront les grands groupes dès la première expérience, bien entendu, mais aussi dès demain. Et travailler en start-up, c'est un super exemple de tout ça. On en revient à cette dimension de bien diversifier son profil en école et pendant les stages, au travers des types de stages qu'on est amené à faire. Je repose ma question, je ne sais pas si... Voilà, allez-y. Donc j'ai une question. Vous avez dit que rentrer dans une start-up, c'est un peu un pari sur l'avenir. Donc en tant que stagiaire ou la personne qui va être employée, donc nous aussi on parie sur l'entreprise. Et comment s'assurer justement que s'il y a un boom, on va faire partie de ce boom? Quelles sont les garanties qu'on va avoir? Enfin, comment on s'assure que derrière, s'il y a un boom, on n'a pas juste été utilisé et à la fin, bon, bah, merci beaucoup, c'est gentil, je suis millionnaire, au revoir. Si ce que vous apportez à la start-up est vraiment bon, le temps qu'on a passé à vous former et à vous faire connaître notre produit, on n'a absolument aucun intérêt à le passer sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, en général, enfin surtout pour nous, on fait quelque chose qui est totalement nouveau. Donc c'est-à-dire que la personne qui nous rejoint à la base a quasiment aucune connaissance sur le secteur. Donc le temps qu'on a passé à vous former et à vous faire comprendre l'écosystème dans lequel on est, si vous êtes bon et si vous avez ce que vous avez apporté, bah vous êtes devenu essentiel, parce que c'est très facile de devenir essentiel au début quand il y a autant de place à prendre. Enfin, à moins que vous soyez tombé sur des gens qui soient vraiment avides et qui soient mais aussi incroyablement débiles, parce que c'est une perte de valeur pour leur entreprise. Donc ça, c'est qu'à ce moment-là, vous avez mal choisi votre start-up, et c'est vrai que c'est important d'avoir confiance dans la qualité des cofondateurs aussi, donc des gens pour qui vous allez travailler et qui vont vous apprendre des choses. Il n'y a aucune raison de ne pas le garder. C'est-à-dire que moi, il y a déjà des stagiaires que j'ai eu aujourd'hui,
qui sont encore en process d'école, etc., parce qu'ils étaient en première ou en deuxième année, je sais que je vais les revoir plus tard. Parce que je sais qu'ils vont évoluer dans le bon sens et que l'investissement, entre guillemets, que j'ai mis en eux, en les formant, en leur apprenant des choses, je pourrais en récolter les fruits plus tard et j'ai intérêt à les récolter chez moi plutôt qu'ils aillent les mettre chez un concurrent ou chez quelqu'un d'autre.